ton petit bébé entre la naissance et 1 mois, je t'explique ce que moi j'ai compris, et puis après t'en fais ce que tu veux. Donc voilà, le truc qu'il faut savoir, c'est que l'accouchement, c'est quand même du sport, hein, c'est pas facile du tout, et surtout pour la maman. Donc en tant que papa, il faut vraiment être présent, surtout dans les 3, 4 premières semaines, pour aider en fait la maman, surtout s'il y a césarienne et que ça se passe pas trop bien, parce que c'est vraiment pas facile, hein. Il faut vraiment être là, être le relais pour que ça se passe bien. C'est le premier truc qu'il faut avoir en tête. Et donc pour que ça se passe bien en tant que relais, quelques astuces. Le premier, c'est que quand l'enfant il pleure, en général, c'est pour quelque chose de valable. Donc il faut essayer de trouver qu'est-ce que c'est. Donc là, tu fais ta checklist et tu vérifies tout. Donc tu as la couche, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle est sale, voilà, il n'aime pas être sale, comme nous, j'imagine. Après, il faut vérifier s'il a faim ou pas faim, tu peux lui donner à manger, et voir s'il prend ou s'il prend pas. Un truc qui est bien, c'est que tu tapes sur le côté de la joue, comme ça, avec ton petit doigt, et s'il cherche, comme ça, il fait le zombie, il fait oh, avec ta petite bec d'oiseau, c'est qu'il a faim. Donc, tu peux lui donner à manger. Mon micro marche? Oui, je crois qu'il marche. Je vérifierai après, tant pis. L'autre chose, c'est qu'il peut avoir chaud ou froid. Donc il faut vérifier en couvrant, découvrant sur l'endroit où tu es. De toute façon, tu t'en rendras vite compte parce que toi aussi, tu seras un peu comme lui. Mais dis-toi que lui, il a du mal en fait à gérer sa température. Donc il faut le couvrir comme il faut ou pas avoir trop chaud, le découvrir. Le numéro 4 sur ta checklist, c'est que, attends, j'ai un trou de mémoire. L'hydratation. Des fois, il a besoin de boire un peu d'eau. Tu vois. Donc voilà, s'il fait très chaud par exemple, il aura besoin juste de s'hydrater, pas forcément de boire du lait. Autre chose après, c'est les positions. Donc un enfant, il s'ennuie et le changement de position à cet âge-là, c'est assez important. Mais c'est pas que parce qu'il s'ennuie, hein, c'est aussi parce qu'il digère, il va apprendre à digérer et ça peut être vachement douloureux au début, le temps que tout se mette en place. On parle souvent de colique du nourrisson et donc de changer de position, ça peut l'aider à digérer. Moi, ce que je faisais, pour mon deuxième là, qui vient de sortir de la phase des 1 mois, c'est que je faisais des tout petits massages devant. Tu as juste à bouger un tout petit peu, tu vois? Tu fais comme des petits palpés. Imagine tu as un papier buvard et tu fais des petits mouvements comme ça avec tes petits doigts dessus. Il faut bouger un petit peu. Si c'est coincé, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, le simple fait de mettre des tout petits mouvements, pas besoin d'appuyer fort, hein, eh bien, ça va permettre à ce qui est à l'intérieur des tripes, hein, de l'estomac, du ventre, de circuler un peu mieux. Et voilà un peu ce qu'il faut avoir. Ce que les gens sous-estiment, c'est le positionnement et la température. On ne s'en rend souvent pas compte. Souvent on pense aux couches, au manger, ça c'est assez évident, mais bon, voilà. Et qui plus est, dans ces premiers mois, tu as aussi le fait de prendre le bain, qui est assez important, il faut faire attention. Donc normalement, les sages-femmes, quand tu sors de l'hôpital, elles t'ont formé, elles t'ont montré comment est-ce qu'il faut faire. Dis-toi que là, la température de l'eau, c'est assez déterminant. Il faut une température proche de celle du corps, à pas grand-chose près. Et quand tu le laves, voilà, il ne faut pas trop frotter, il faut faire attention, il faut nettoyer les yeux, il faut nettoyer le nombril aussi. Tu nettoies le nombril à part, parce qu'il y a encore le cordon qui est là, il va tomber petit à petit. Et au niveau des yeux, tu commences par les yeux avant de le mettre dans le bain. Et dans le bain, évidemment, tu commences par ce qu'il y a de plus propre en premier et tu finis par ce qu'il y a de moins propre en dernier. Donc tu commences par le visage, la tête, et après tu descends jusqu'aux fesses et aux zizi en dernier. Toujours du plus propre vers le plus sale. Alors, quelques petits conseils. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur cette période-là? Non, c'est très important aussi. C'est pas non, c'est oui, c'est très important. C'est très important d'utiliser le toucher. À cet âge-là, l'enfant il voit pas à plus de 20 centimètres. Il voit en gris, quasiment pas de couleur, normalement pas de couleur, et des formes floues. Donc il faut être très proche de lui pour lui parler. Par contre, il comprend de manière instinctive, par la génétique de notre cerveau, les intonations de voix. Donc il faut lui parler en gazouillant. Il va être très content. Et pareil, le toucher est très important pour lui. C'est vraiment sa seule vecteur, on va dire, d'échange de relations. On peut l'éviter à faire des petites caresses, des petits bisous, des petits câlins. Ça, il va adorer, ça va vachement l'aider pour plus tard. Alors, je ne me souviens plus de l'étude, mais on s'est rendu compte que le toucher est très important et que les enfants qui ont une carence par rapport à ça peuvent après développer des troubles psychiques plus tard. Alors, c'est pas irrémédiable, c'est pas une vérité absolue. Dis-toi que si tu veux vraiment communiquer avec ton petit, fais-lui des câlins et des bisous et tout ça. Donc ça, c'était un peu l'aspect général, et là, je vais rentrer sur l'aspect un peu plus personnel de la relation avec l'enfant à cet âge-là. Tu verras que ce qui est très très important, et tu vas t'adapter, hein, c'est que tu dois être attentif et tu verras qu'au bout d'un moment, il y a certains types de pleurs que tu reconnais, ça veut dire ça ou ça. C'est assez surprenant, tu arrives à anticiper, à voir. Tout comme tu vois que l'enfant, en fait, il a un rythme, tu sais, quand il a faim ou quand il est sale. Il fait la tête du caca, il bouge plus, il rentre le menton comme ça, il se serre un peu les dents, il plisse les yeux, il est tout rouge. C'est qu'il est en train de faire caca, attends qu'il ait fini. Donc vraiment, dans tout le début de sa vie, au tout début, en tout cas pour mon deuxième, hein, je m'en souviens, c'est très frais. Tu verras que si tu prends pas des notes,
quand tu en as un autre, tu t'en souviens plus. Moi, mon premier, voilà, c'était il y a 2 ans, là, je m'en souviens plus du tout, j'ai dû tout réapprendre. Alors ça va plus vite parce que tu as déjà fait le schéma, mais ça reprend du temps quand même. Donc dans le début de sa vie, dis-toi que j'avais un problème, c'est que, je lui changeais sa couche, je lui donne à manger et je refais caca de suite. Je fais: «Aïe, aïe, aïe, ça va être long ça». Donc je rechangeais après derrière, mais il régurgitait, eh oui. La différence entre régurgiter et vomir, c'est que quand il régurgite, ce qui est assez normal, il a un trop plein et où il a l'euro qui le gêne, n'hésite pas à le mettre avec les 2 petits bras qui dépassent et tu le tapotes un petit peu là, tu le gratouilles, il va rôter, ça va aller bien. Ça appuie un peu sur l'estomac, ça va mettre une sorte de pression très légère et s'il y a de l'air, ça va sortir. Et donc, je me suis perdu. Je disais quoi? Gratouille, estomac et juste avant, c'était régurgitation. Régurgitation, il vient de prendre et là, il régurgite du lait. Alors que vomir, il aura déjà transformé, ce sera du lait caillé. Ma femme l'appelle le fromager, quand c'est du lait caillé. Et sinon, c'est des simples régurgitations, il bave un petit peu, là, ça sort. Conseil pour ceux qui régurgitent beaucoup, il faut les mettre un petit peu inclinés, voilà, le temps qu'ils finissent, qu'ils commencent à digérer, un quart d'heure à peu près. Quand tu prends ton petit bébé, tu ne le mets pas de suite à plat, tu le gardes avec toi, tu le trimbales ou tu l'assois, tu mets un plan incliné, tu mets dans un cosy que tu surélèves un petit peu, et là ça va mieux se passer. Voilà un petit peu l'idée de ce truc-là, pour éviter les régurgitations. Le garder un peu debout, le temps que les clapets de l'estomac ne marchent pas encore très bien. Et voilà, puis de toute façon, dès qu'il y a un trop plein, il va le sortir. Tu peux simplement attendre qu'il commence à digérer un petit peu, ça va bien se passer. Ça, c'était pour la nourriture au début avec le changement de couche. Alors moi, j'ai changé les couches après, vu qu'à chaque fois qu'il prend le bibi, après il fait caca. Voilà. Mais tu vois, quand tu commences à rentrer chez toi, au bout de quelques jours, ça s'inverse. Et le petit, en fait, est souvent dérangé par la couche. Et donc, il vaut mieux changer la couche avant de donner le bibi. Voilà. Mais quand tu es en maternité, en général, quand tu es à l'hôpital, eh bien, il vaut mieux changer après. Ça, c'est mon expérience, hein, avec mon deuxième, et je t'en parle parce que je m'en souviens, il vient à peine de passer dans la phase des 2 mois, quoi. Donc là, c'est encore assez frais. Tac, tac, tac. Un conseil par rapport à mon premier. Mon premier, quand il commençait dans le deuxième mois, il a fait une bronchiolite. Dis-toi que la bronchiolite, moi c'est à 4 semaines. 4 semaines, ça fait un mois. À 4 semaines, c'est une urgence, il faut aller à l'hôpital, hein. À moins de 6 semaines, s'il a la bronchiolite du nourrisson, l'asthme du nourrisson qui s'est pris au niveau des poumons, il faut aller aux urgences et il va rester aux urgences. Nous, on était restés un jour. Voilà. On lui donne de l'oxygène le temps que l'inflammation elle passe, entre 1 et 3 jours à peu près, et après tu rentres chez toi et tu n'as aucun problème. Voilà, c'est à peu près l'idée qu'il faut avoir. Moins de 6 semaines, heu, l'asthme du nourrisson, l'hôpital c'est bien. Il ne faut pas prendre de risques, hein. Comment on sait que ça va pas? C'est que tu vas voir ton petit en fait il respire de manière paradoxale. Alors là déjà ça va pas du tout. Ou il peut tirer ici. Il va tirer pour respirer et prendre de l'air, ça va pas non plus. Il va pas avoir une couleur différente au niveau de la peau, ça va pas non plus. Mais en général, tu le vois parce que, il est fatigué. C'est le premier signe, c'est ça. Tu vas lui donner le bibi et il va pas réussir à tout prendre parce que, quand tu avales, tu coupes ta respiration et l'idée c'est que, ça va le fatiguer d'avaler parce qu'il manque déjà d'air et donc comme il manque d'air et que là tu donnes à boire et qu'il doit couper sa respiration un petit peu, il va être encore plus fatigué, il ne pourra pas tout manger. Donc n'hésite pas à aller voir ton médecin pour qu'il te donne des conseils et qu'il fasse le diagnostic et ou va à l'hôpital si tu es le week-end, c'est une urgence, quoi. Si tout va bien, c'est juste c'est moins grave, n'hésite pas à le fractionner. Quand tu donnes à manger, tu fractionnes. Donc, tu donnes un petit peu, et puis plus tard tu reviens, tant qu'il récupère, tu redonnes. L'idée c'est qu'il a à manger. Un des facteurs de gravité où on sait qu'il y a un problème, c'est quand il perd du poids. Donc s'il ne perd pas de poids, tout va bien. S'il en prend, tout va bien aussi. Et sur la perte de poids, attention, petit rappel, il est normal qu'après la naissance, le bébé perde un peu de poids. Et il est normal qu'après, il le rattrape très rapidement. Voilà, s'il continue à perdre du poids, il y a un problème. Va voir ton médecin. Comment on fait pour mesurer? Tu prends ton petit bébé, tu montes sur ta balance. Et après, tu montes sur ta balance tout seul et tu fais une soustraction. Mais là, tu sais quel est le poids de l'enfant. Ou alors, tu as des balances un peu spéciales. C'est à toi de voir. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Attends, oui, laisse-moi juste réfléchir 2 secondes, 2 secondes. Si tu regardes, c'est que tu es intéressé, tu vas bien prendre ce temps-là. La nourriture, le machin, la bronchiolite. Ah oui, alors ça c'est assez personnel. Nous, dans notre vie, avec ma femme, on est tous les deux des professionnels de santé libéraux. Donc on travaille beaucoup, on prend beaucoup de temps. Donc nous, ce qu'on fait, pour que ce soit plus simple, c'est que on a opté pour le biberon. Alors dans certaines cultures où on a certains a priori, le biberon, certains disent que c'est pas bien, disent que c'est bien.
Le seul truc qui est sûr, c'est que nous, en termes de gestion de vie, c'était beaucoup plus simple. Ça me permettait à moi, papa, d'avoir un relais plus clair. J'ai simplement à prendre le lait, à lui donner. Et je peux le trimballer n'importe où. Pas besoin de tirer le lait, pas besoin de maman. Je peux être absolument autonome avec l'enfant. Ce qui est plutôt pas mal, parce que comme ça, c'est plus simple. Pareil, faire produire du lait et le donner à l'enfant, c'est assez fatigant. Et que l'accouchement s'est passé moyen, c'était fatigant, donc on va épargner cette charge de fatigue supplémentaire, qui est une fatigue physiologique. Le corps doit fabriquer quelque chose. Ça va puiser dans les ressources. Si tu es fatigué, tu es encore plus fatigué. Et dans les conceptions aussi, ma femme voulait le lait en bibi, pas le lait maternel. J'étais assez d'accord d'un point de vue management, mais elle m'a dit qu'en fait, il y avait aussi une conception de j'ai envie d'une autre relation avec mon enfant que simplement être une nourricière, avoir une relation un peu plus dynamique. Mais je pense une bonne chose. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, ne culpabilise pas si tu donnes du lait en poudre à ton enfant, parce qu'en fait, euh, chacun fait comme il veut et on a la chance, avec la science actuellement, de bénéficier de beaucoup de choses. Est-ce que le lait maternel c'est mieux? Moi je pense que ça dépend des mamans et du code génétique de chacun. Et qu'en réalité, il ne faut pas trop s'y fier. Je vais prendre un autre exemple. Alors je ne milite pas pour le lait en poudre, hein. J'explique simplement ce que moi, mon expérience de vie. Moi je donne le bibi classique à l'hôpital, qu'on donne le lait que propose l'hôpital, et là ça allait pas du tout. Le bébé, ça allait pas bien. Par réflexe, je sais qu'il faut du temps pour que le ventre s'adapte. Bon, c'est normal. Coller du nourrisson, c'est normal. Mais sur le coup, je prends le même lait en poudre à la pharmacie. Et là, ça se passe toujours pas bien. Mais il faut attendre un peu. J'attends un peu, ça se passe toujours pas bien. Il a du mal à prendre du poids. Il régurgite énormément. Et donc après, on prend du lait spécial, anti-régurgitation, qui est différent. Je ne saurais pas te dire dans quelle manière ni comment. Et là, bizarrement, ça marche bien. Il régurgite plus, il est moins agité, il a moins mal au ventre. C'est cool. C'est cool. Sur le coup, je garde celui-là. Alors pourquoi je dis ça? Tu vois, tu me dis oui, c'est du lait en poudre, il y en a un qui est moins bien que l'autre. C'est vrai. Mais je dis ça aussi parce que, imagine, t'es maman, tu donnes du lait à ton enfant et ça ne convient pas. L'idée, c'est ton gamin, ça va pas du tout, il a tout le temps mal au ventre et comme le mien, il a du mal à prendre de poids. Parce que ça vaut pas le coup, sur le coup, pour essayer d'aller mieux, de tenter du lait en poudre, anti-régurgitation, un truc un peu spécifique. C'est une question à se poser. Alors c'est juste une question, c'est pas faites-le, c'est un questionnement à avoir parce que ça peut apporter des solutions. Et on a de la chance d'être dans une société assez avancée au niveau technique. On n'est plus au Moyen Âge, on n'est plus à l'âge de la préhistoire. On a des moyens pour compenser. Bon voilà, t'en fais ce que tu veux. Mais voilà, surtout ne culpabilise pas tes copains pour l'un ou pour l'autre. Dis-toi que dans des cultures différentes, on a des points de vue différents et même au niveau socio-économique, c'est assez différent suivant les pays et d'où est-ce qu'on vient. Voilà, c'était l'aparté sur le lait. Est-ce que j'avais un autre truc à faire et à dire? Je cherche, hein, c'est une restitution. C'est pour mon souvenir aussi. En fait, dans la production de mémoire, si tu veux produire ta mémoire, le fait de restituer absolument tout ce que tu sais dans un laps de temps précis sur un sujet précis permet de l'intégrer au niveau du savoir. Ça te servira plus tard. Si tu regardes mes autres vidéos, Comment mon gamin grandira, qu'il aura dans les 2 ans, pour mon grand, j'en ai déjà parlé, c'est la mémoire générative. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de générer des accroches mentales, des ancrages mentaux sur le savoir que j'ai créé avec ce petit-là pour ne pas oublier, au cas où j'en ai un troisième. Et qui plus est, j'ai cette vidéo pour vérifier et voir mes acquisitions de savoir et pour les réviser. Il faut revoir régulièrement et souvent le fait de restituer, c'est un très bon exercice. Mais tu vois, là, je gagne du temps et j'ai pas de solution parce que je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, c'est fini. Ah non, non, j'oublie. Un truc qui peut être intéressant pour vous. Non, je fais dans une autre vidéo. C'est par rapport à l'arrivée de notre nouvel enfant par rapport à l'aîné. Comment est-ce qu'il peut le construire? Je te fais ça juste après.